La pauvreté ne commence pas par le manque d'argent, elle commence par ta façon de penser. Chaque décision que tu prends, chaque habitude que tu répètes sans questionner, construit la réalité dans laquelle tu vis. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la chance, ce n'est pas ton origine. C'est ton état d'esprit qui fait la différence entre avancer ou rester coincé. Tant que tu continues à dépenser plus que tu ne gagnes, à penser petit, à repousser ce que tu sais être important et à vivre sans objectif clair, tu continues à renforcer un cycle qui ne fait que te plonger davantage. Ce n'est pas une punition du destin, c'est la conséquence directe de ce que tu choisis jour après jour. La pauvreté n'est pas un mystère, c'est le résultat de schémas mentaux qui te maintiennent piégé dans la pénurie. Cette vidéo n'est pas pour te mettre à l'aise, elle est là pour te confronter, pour que tu regardes en face les habitudes qui te sabotent et comprennes que bien qu'elles fassent partie de ta vie aujourd'hui, elles n'ont pas à définir ton avenir. Ici, nous ne parlerons pas de magie ni de formules faciles. Nous allons parler de la racine du problème, ton état d'esprit, tes comportements et tes excuses. Si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras les leçons pratiques qui peuvent secouer ta routine et changer ton chemin. Parce que la richesse ne concerne pas seulement les chiffres, elle concerne la discipline, la responsabilité et la vision. Et tant que tu continues à croire que la cause est à l'extérieur, tu continues à perdre l'opportunité de transformer la seule chose qui est vraiment sous ton contrôle, toi-même. 1. Dépenser plus que ce que tu gagnes. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres que tu décides toi-même d'y mettre. Au début, cela semble supportable, tu te convaincs même que tu peux supporter le poids. Mais avec le temps, chaque pas devient plus lent et douloureux jusqu'à ce que tu finisses épuisé. C'est ainsi que fonctionne l'habitude de dépenser plus que ce que tu gagnes. Un schéma silencieux qui érode ta liberté petit à petit. La gratification immédiate se déguise en récompense. Mais en réalité, c'est un piège qui te lie à des dettes, des intérêts et des préoccupations constantes. Le problème n'est pas combien d'argent arrive dans tes mains, mais comment tu le gères. Des personnes avec des salaires modestes parviennent à s'en sortir parce qu'elles contrôlent chaque mouvement, tandis que d'autres, avec des revenus élevés, vivent à la limite parce que leur discipline est nulle. Lorsque tu dépenses plus que ce que tu reçois, tu ne perds pas seulement de l'argent, tu perds le contrôle. Tu deviens l'esclave des banques, des cartes de crédit, des prêts et des engagements qui ne finissent jamais. Et le plus grave est que tu nourris une mentalité de pénurie. Tu vis avec le sentiment que rien n'est suffisant, bien que la réalité soit que c'est toi qui creuses le trou avec chaque dépense inutile. La sortie commence par un acte d'honnêteté brutale, reconnaître où va ton argent. Tu ne peux pas corriger ce que tu ne mesures pas, c'est pourquoi il est vital de noter chaque dépense, aussi minime soit-elle. Ensuite, établis un budget clair et, plus important encore, respecte-le avec une discipline de fer. Oui, tu vas devoir dire non à des choses qui semblent tentantes, mais chaque renoncement conscient se traduit par une tranquillité future. Apprends à différencier entre les désirs et les besoins. Souvent, tu achètes pour combler des vides émotionnels, pour faire semblant ou pour ressentir une satisfaction momentanée qui s'évapore en quelques secondes. Demande-toi avant de dépenser, est-ce que cela change ma vie ou est-ce que cela me donne juste une illusion passagère? Si la réponse est la seconde, tu sais quoi faire. De plus, commence à construire un fonds d'urgence, même avec de petites quantités. Il ne s'agit pas d'accumuler de grosses sommes d'un coup, mais de te prouver que tu es capable de prendre le contrôle. Rompre avec cette habitude demande du caractère. Cela exige de cesser de vivre pour impressionner les autres et de commencer à travailler sur ta véritable stabilité. Cela exige de renoncer au plaisir immédiat pour construire la liberté à long terme. Si tu ne fermes pas le trou par lequel s'échappe ton argent, peu importe combien tu gagnes, tu vivras toujours vide. Mais si tu te confrontes à toi-même avec fermeté et choisis de mieux gérer, tu découvriras que la véritable richesse ne commence pas par gagner plus, mais par dépenser moins et décider consciemment où placer chaque centime. C'est la base de toute croissance.
2. Penser petit. C'est comme vivre dans une cage avec la porte ouverte. Il n'y a pas de barreau qui t'arrête vraiment, mais tu te convaincs que tu ne peux pas sortir, que l'espace restreint dans lequel tu te trouves est tout ce que tu mérites. Penser petit, c'est ça. Croire que ce que tu as est le maximum que tu peux aspirer et que les grands rêves sont réservés aux autres. Cette mentalité ne te limite pas seulement, elle conditionne aussi chaque action que tu prends. Parce que ta vie se déplacera toujours dans le cadre que ton esprit décide de dessiner. Le problème avec la pensée petite est qu'elle devient un cycle sans fin. Tu crois que tu ne peux pas accomplir plus, alors tu n'agis pas avec ambition. Comme tu n'agis pas, tu n'obtiens pas de grands résultats. Et comme tu n'obtiens pas de résultats, tu confirmes ta croyance que tu ne pourras jamais atteindre quelque chose de mieux. Ainsi, tu te contentes de travaux médiocres, de relations sans avenir, de routines qui ne te demandent pas de grandir. Le pire, c'est que tu commences à justifier cette conformité en disant des phrases comme « mieux vaut peu mais sûr » ou « nous ne sommes pas tous nés pour de grandes choses ». Ce sont des excuses qui masquent la peur et le manque de vision. Rompre avec cette habitude commence par un exercice d'honnêteté brutale. Reconnaître où tu te réduis. Demande-toi ce que tu as arrêté d'essayer par peur, quels sont les objectifs que tu as écartés avant de faire le premier pas. Peut-être voulais-tu démarrer une entreprise, mais tu pensais que c'était trop pour toi. Peut-être voulais-tu apprendre une nouvelle compétence, mais tu t'es dit qu'il était trop tard. Chaque fois que tu as pensé ainsi, tu as choisi la cage, même si la porte était ouverte. Le premier conseil pratique est d'élargir ta vision. Lis, informe-toi, observe des exemples de personnes qui ont commencé avec moins que toi et qui ont réussi à s'en sortir. Il ne s'agit pas d'admirer de loin, mais de comprendre que ce qu'ils ont fait, tu peux aussi le faire si tu es prêt à payer le prix de l'effort. Entoure-toi de grandes idées, parce que ton esprit se nourrit de ce que tu consommes. Si tout ce que tu entends sont des plaintes, des limitations et des pensées médiocres, tu ne pourras jamais élargir ton horizon. Le deuxième conseil est d'élever tes standards. Demande-toi si ce que tu acceptes aujourd'hui comme suffisant l'est vraiment, ou si c'est juste du confort déguisé. Élever tes standards signifie ne pas te contenter d'un travail qui te permet à peine de survivre, ne pas accepter un environnement qui te freine, ne pas rester dans une routine qui éteint ton ambition. Lorsque tes standards augmentent, tes actions changent, et lorsque tes actions changent, tes résultats s'améliorent inévitablement. Le troisième conseil est de fixer des objectifs qui te défient. Je ne parle pas de rêver de millions du jour au lendemain. Je parle de te fixer des objectifs qui te forcent à sortir de ta zone de confort. Si aujourd'hui tu gagnes un certain montant, cherche un plan réel pour le doubler dans un temps précis. Si tu n'as jamais lu, engage-toi à terminer un livre par mois. Si tu n'as jamais entrepris, commence par quelque chose de petit, mais de tangible. L'important est que chaque objectif te force à grandir au-delà de ce que tu crois possible aujourd'hui. Un autre conseil fondamental est de changer ton langage interne. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas », tu renforces ta prison mentale. Remplace cette phrase par « comment puis-je le faire ?» Ce simple changement transforme la façon dont ton cerveau cherche des solutions. Parce que la vérité est que tu n'es pas incapable. Ce qui se passe, c'est que tu n'as pas encore trouvé le bon chemin et tu ne le trouveras que si tu es prêt à le chercher. Penser petit est l'une des habitudes les plus destructrices parce qu'elle ne se voit pas immédiatement. 3. Procrastiner ce qui est important. C'est comme avoir une graine dans la main et décider de la garder pour demain. Tu penses que quand tu la planteras, elle poussera de la même manière, que cela n'a pas d'importance d'attendre un jour de plus. Mais la vérité est que chaque report est une récolte perdue, un arbre qui ne donnera jamais de fruits parce que tu ne l'as jamais planté à temps. Procrastiner ce qui est important est le voleur le plus silencieux de richesse et de progrès. Il vole tes heures en se déguisant en confort et te convainc qu'il y aura toujours un demain pour faire mieux. Le problème avec cette habitude n'est pas la paresse en soi, mais le mensonge qu'elle porte en elle.
Elle te fait te sentir occupé avec des choses sans importance pendant que l'essentiel reste en suspens. C'est ouvrir les réseaux sociaux au lieu de travailler sur un projet, ranger ton bureau au lieu de faire face à la tâche difficile ou justifier que tu as besoin d'être motivé pour agir. Chaque excuse est un poison lent. Et le plus grave est qu'avec le temps, ton esprit commence à croire que remettre à plus tard est normal, que la vie peut toujours attendre, jusqu'à ce qu'un jour tu découvres que les années ont passé et que rien n'a changé parce que c'était toujours demain et jamais aujourd'hui. Pour arrêter de procrastiner, la première chose à faire est d'accepter que la motivation n'est pas fiable. Si tu attends de te sentir inspiré, tu ne commenceras jamais. La discipline doit remplacer l'émotion, car ce qui construit vraiment les résultats est la constance, pas l'envie momentanée. Force-toi à faire le premier pas, même si tu n'en as pas envie, car c'est l'action qui crée la motivation et non l'inverse. Une stratégie puissante est la règle des 5 minutes. Lorsque tu es tenté de remettre quelque chose à plus tard, engage-toi à le faire pendant seulement 5 minutes. La plupart du temps, tu découvriras qu'une fois que tu as commencé, tu continues sans effort. Un autre conseil est de diviser ce qui est important en tâches petites et concrètes. Tu procrastines parce que ton esprit voit l'objectif comme une montagne impossible à gravir, mais si tu le divises en étapes, le chemin devient gérable et moins intimidant. Tu dois aussi identifier les déclencheurs qui te font tomber dans cette habitude. Demande-toi, qu'est-ce qui me distrait le plus souvent ? Le téléphone, les réseaux sociaux, la télévision, les conversations sans sens. Une fois détecté, établis des barrières claires. Mets ton téléphone hors de portée pendant que tu travailles, établis des horaires sans interruption et élimine le bruit qui te vole ta concentration. Ton environnement doit être conçu pour t'aider, pas pour te saboter. Un autre point clé est d'apprendre à prioriser. Beaucoup de gens procrastinent parce qu'ils ne distinguent pas ce qui est urgent de ce qui est important. Ils passent leur temps à éteindre de petits incendies pendant que ce qui changerait vraiment leur vie reste en attente. Fais une liste quotidienne des 3 choses les plus importantes et engage-toi à les terminer avant de te laisser distraire par quoi que ce soit d'autre. Cette simple pratique peut transformer ta productivité de manière radicale. Procrastiner ce qui est important ne te rend pas seulement pauvre en argent, mais aussi pauvre en temps, en réalisation et en estime de soi. Chaque tâche reportée est un message à toi-même que tu ne fais pas confiance en ta capacité d'agir. Rompre cette habitude est un acte de respect de soi. C'est te prouver que tes objectifs sont plus importants que tes excuses. Parce qu'au final, la vie ne se mesure pas par ce que tu dis que tu feras demain, mais par ce que tu oses construire aujourd'hui. Si tu enterres la graine au bon moment, tu auras un arbre qui donnera des fruits toute la vie, mais si tu continues à attendre, tu te retrouveras avec une graine sèche dans la main et le sentiment amer que le temps t'a échappé pour toujours. 4. Vivre sans objectif clair. C'est comme monter dans un bus sans demander où il va. Il peut t'emmener dans un bel endroit, il peut te laisser au milieu de nulle part, mais ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas le contrôle sur la destination. Vivre sans objectif clair, c'est exactement cela, se déplacer sans direction, dépenser de l'énergie sans but et laisser la vie te traîner au lieu de la conduire. Le plus dangereux n'est pas l'effort que tu fais, mais le fait que cet effort se dilue parce qu'il n'est pas concentré, et tu finis donc fatigué mais sans résultat. Quand tu n'as pas de but défini, la routine devient un cercle interminable d'activités qui ne construisent rien de solide. Tu travailles pour payer les factures, mais pas pour grandir. Tu te lèves pour remplir des obligations, mais pas pour poursuivre un but. Ce vide est ce qui fait que tant de personnes se contentent de survivre au lieu de prospérer. Et le plus dur est que, sans objectif, tout obstacle semble suffisant pour t'arrêter, car il n'y a pas de pourquoi assez fort pour te pousser à continuer. Avoir de la clarté, c'est bien plus que d'écrire un rêve sur papier, c'est dessiner une carte qui te rappelle où tu vas. Il ne s'agit pas de se remplir d'illusions vagues comme « je veux être riche » ou « je veux être heureux », mais de tracer des objectifs spécifiques, mesurables et avec un délai concret.
La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent ne réside pas dans la chance, mais dans la précision avec laquelle ils définissent ce qu'ils cherchent. Sans direction, tout vent est contraire, mais avec un cap, même la tempête devient un élan. Pour rompre avec cette habitude, la première chose à faire est de réfléchir de manière brutalement honnête à ce que tu veux. Demande-toi quel type de vie tu veux vivre dans 5 ou 10 ans et commence à décomposer les étapes nécessaires pour t'en rapprocher. L'écrire n'est pas un acte romantique, c'est une stratégie mentale. Ton cerveau a besoin de voir clairement pour agir avec décision. Un conseil pratique est de diviser chaque objectif en petits buts. Par exemple, si tu veux améliorer ta situation financière, définis combien tu veux économiser cette année, combien tu dois générer en plus chaque mois et quelles dépenses tu dois éliminer. Si tu veux améliorer ta santé, fixe combien de fois tu t'entraîneras par semaine et quelles habitudes alimentaires tu changeras. Ne le laisse pas en phrases vides, traduis-le en actions concrètes qui peuvent être mesurées. Un autre conseil est de revoir tes objectifs de manière constante. Il ne suffit pas de les définir une fois et de les oublier. Chaque semaine, consacre du temps à évaluer si tes actions sont alignées avec ce que tu veux. Cette pratique te maintient concentré et t'oblige à corriger le cap quand tu t'écartes. De plus, tu dois apprendre à dire non. Quand tu n'as pas d'objectif clair, toute invitation, distraction ou proposition semble valide. Mais quand tu sais où tu vas, il est plus facile de rejeter ce qui n'ajoute pas. La clarté donne de la force, et cette force se traduit par la discipline. Vivre sans objectif clair, c'est choisir le hasard comme guide, et le hasard construit rarement des vies extraordinaires. Rester sans direction est le chemin le plus rapide vers la médiocrité, car l'énergie qui n'est pas concentrée est gaspillée. Avoir des objectifs ne garantit pas que le chemin sera facile, mais garantit que chaque pas a un sens. Et dans une vie où le temps est la ressource la plus précieuse, tu ne peux pas te permettre de marcher sans direction. Celui qui définit son destin prend le volant, et celui qui ne le fait pas sera toujours passager du voyage des autres. 5. Attendre la motivation pour agir. C'est comme être devant une porte fermée en attendant que le vent l'ouvre pour toi. Tu restes immobile, regardant, imaginant ce que serait de passer de l'autre côté, mais tu ne tournes jamais la poignée parce que tu attends le signal parfait, le moment idéal, cette étincelle de motivation qui semble ne jamais arriver. Vivre de cette façon, c'est donner ton temps à l'inaction. C'est croire que le moteur de ta vie doit venir de l'extérieur, alors qu'en réalité, il a toujours été en toi. L'erreur d'attendre la motivation est que la motivation est instable, volatile et trompeuse. Un jour, elle te remplit d'énergie, et le lendemain, elle disparaît sans laisser de traces. Si ta discipline dépend d'être motivé, tu n'auras jamais de constance. Construire de la richesse, changer d'habitude ou transformer ta vie n'arrive pas parce qu'un jour tu t'es levé inspiré. Cela arrive parce que même quand tu n'avais pas envie, tu as fait ce que tu devais faire. La discipline est le véritable carburant et ceux qui le comprennent avancent, tandis que les autres restent coincés en attendant de ressentir quelque chose qui arrive rarement. La motivation, en réalité, n'est pas le début du processus, c'est la conséquence. Lorsque tu commences à agir, même si tu ne le veux pas, ton cerveau génère cette sensation de progression qui se traduit ensuite en motivation. Mais si tu décides de ne pas bouger jusqu'à la ressentir, tu te condamnes à un cycle d'attente infini. C'est comme attendre d'avoir des forces pour s'entraîner, alors que les forces apparaissent précisément après avoir commencé à s'entraîner. Pour rompre avec cette habitude, tu as besoin d'un changement radical dans ta façon de penser. Il ne s'agit pas de chercher à être inspiré, il s'agit de t'engager dans ce que tu sais que tu dois faire. Le conseil le plus direct est simple, crée des routines qui ne dépendent pas de ton humeur. Si tu dois lire, écris un horaire et respecte-le. Si tu veux économiser, programme le montant automatiquement.
Si tu veux améliorer ta santé, fixe les jours d'entraînement et fais-le sans laisser de place à la négociation interne. L'esprit cherchera toujours des excuses, mais si tu établis des systèmes solides, ils te soutiendront même les jours où ta motivation est au plus bas. Un autre conseil utile est de commencer par de petites actions immédiates. Souvent, le manque de motivation vient du fait de voir la tâche comme une montagne. Au lieu de t'obséder avec la grandeur, concentre-toi sur le minimum. Écris une seule page si tu veux finir un livre. Économise une petite somme si tu veux l'indépendance financière. Fais 10 minutes d'exercice si tu ne peux pas en faire 1 heure. La clé est de bouger, car le mouvement génère de l'élan et cet élan se transforme en habitude. Il est également important de t'entourer de disciplines externes. Si ton environnement est rempli de distractions et de personnes qui ne tiennent pas leurs promesses, il sera plus difficile de rester ferme. Entoure-toi de ceux qui valorisent la constance, qui n'attendent pas d'avoir envie de faire ce qui est juste. Cet exemple est contagieux et renforce ton propre engagement. Attendre la motivation est un luxe que les pauvres d'esprit ne peuvent pas se permettre. Chaque jour que tu remets à plus tard parce que tu n'as pas envie est un jour perdu à jamais. Un jour qui aurait pu te rapprocher de tes objectifs et qui ne reviendra jamais. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont toujours été inspirés. Ce sont ceux qui ont fait ce qu'il fallait même s'ils ne le voulaient pas. Le succès ne se construit pas avec des étincelles d'émotion. Il se construit avec des briques de discipline posées l'une après l'autre jusqu'à édifier une vie solide. Arrête d'attendre que quelque chose ou quelqu'un allume ton feu, apprends à l'allumer toi-même avec tes actions quotidiennes. C'est la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent coincés dans l'attente éternelle. 6. T'entourer de personnes qui te rabaissent. C'est comme essayer de grandir dans un jardin où la terre est empoisonnée. Peu importe combien de soleil tu reçois ou combien d'eau on te verse, les racines ne peuvent pas s'étendre parce que tout ce qu'elles absorbent est contaminé. C'est ainsi que fonctionne ton environnement. Si tu t'entoures de personnes qui te limitent, qui critiquent chaque idée, qui se moquent de tes rêves et qui jouissent de ta médiocrité, parce que cela les fait se sentir à l'aise, tu finiras par te faner même si tu as en toi le potentiel pour fleurir. La grande erreur de beaucoup est de sous-estimer le pouvoir de l'environnement. Ils pensent que la mentalité se soutient toute seule, mais la réalité est que les pensées sont constamment modelées par les conversations, par les attitudes et par l'énergie de ceux qui t'entourent. Si tu es dans un cercle où il est normal de dépenser sans réfléchir, de procrastiner, de se plaindre du gouvernement ou de blâmer la chance, tôt ou tard, ce schéma devient le tien. Parce que personne ne peut aspirer à la grandeur s'il vit entouré de gens qui célèbrent la petitesse. Rompre cette habitude nécessite du courage, car cela signifie regarder en face les personnes avec qui tu passes le plus de temps et te demander si elles ajoutent ou soustraient réellement à ta vie. Il ne s'agit pas de haïr ou de mépriser qui que ce soit. Il s'agit de reconnaître qu'il y a des environnements qui drainent ta force et d'autres qui la multiplient. Le premier conseil pratique est d'observer attentivement quelles conversations prédominent dans ton cercle. Si la plupart d'entre elles sont des critiques, des ragots ou des plaintes constantes, tu empoisonnes ton esprit chaque jour. Le deuxième conseil est de commencer à filtrer le temps que tu donnes. Tu n'as pas besoin de couper les ponts avec tout le monde, mais tu dois réduire l'exposition à ceux qui te tirent vers le bas. Consacre plus d'heures à lire, à apprendre, à t'entraîner ou à construire, plutôt qu'à être pris dans des dynamiques de médiocrité. Le temps est limité, et chaque minute que tu offres à quelqu'un qui te rabaisse est une minute que tu perds pour grandir. Le troisième conseil est de chercher intentionnellement de meilleurs cercles. Entoure-toi de ceux qui sont déjà sur le chemin que tu veux emprunter, de ceux qui pensent grand, de ceux qui ne se contentent pas de survivre et cherchent à construire. Cela peut se faire à travers des communautés, des mentors, des livres ou même des contenus qui nourrissent ton esprit de manière différente. L'important est que ton environnement devienne de l'essence, pas du poison. Un autre aspect crucial est d'apprendre à poser des limites claires.
Souvent, les personnes qui te freinent sont des membres de ta famille ou des amis de longue date, et il est difficile de les éloigner complètement. Mais tu peux limiter l'impact qu'ils ont sur toi. Tu n'as pas à écouter chaque critique, tu n'as pas à justifier chaque décision, tu n'as pas à laisser leurs insécurités devenir des chaînes pour toi. Les limites ne sont pas de l'égoïsme, elles sont une protection de ton énergie et de ta vision. T'entourer de personnes qui te rabaissent est l'une des habitudes les plus dangereuses parce qu'elle agit en silence. Tu ne ressens pas le dommage immédiatement, mais peu à peu, elle façonne ta façon de penser jusqu'à ce qu'un jour, tu découvres que tu as cessé de rêver, d'essayer et de croire en toi-même. Et tout cela parce que tu as vécu entouré de ceux qui n'ont jamais osé grandir. L'antidote est simple mais dur. Choisir mieux avec qui tu partages ton temps, même si cela fait mal, même si cela signifie marcher un moment en solitude. Parce qu'il vaut mieux avancer seul que de vivre piégé entre des voix qui célèbrent ton immobilisme. Lorsque tu choisis un environnement qui te stimule, tu découvres que grandir est inévitable, parce que tes racines trouvent enfin un sol fertile pour s'étendre. 7. Croire que l'apprentissage est déjà terminé. C'est comme fermer un livre au milieu de l'histoire et se convaincre que vous savez déjà tout. Vous manquez les pages les plus précieuses, les leçons qui pourraient changer le cours du protagoniste. Et le pire, c'est que vous ne le remarquez même pas parce que vous pensez que vous n'avez pas besoin de lire davantage. C'est ainsi que fonctionne la mentalité de ceux qui pensent avoir déjà suffisamment appris. Ils se contentent de ce qu'ils savent et transforment ce confort en une prison invisible qui arrête toute possibilité de croissance. Le monde change tous les jours, la technologie avance, les marchés se transforment, les opportunités bougent. Pourtant, beaucoup restent coincés dans ce qu'ils ont appris il y a des années, comme si cette connaissance était suffisante pour faire face aux défis du présent. Cette arrogance déguisée en sécurité est un ennemi silencieux. Il vous convainc que vous n'avez plus besoin de lire, de vous former, d'écouter ou de vous mettre à jour, et tout ce qu'il fait, c'est vous condamner à devenir obsolète. Ce qui était valable hier peut être mort aujourd'hui, et celui qui ne le comprend pas est laissé hors du jeu. Rompre cette habitude nécessite de l'humilité. Acceptez que vous ne savez jamais tout, qu'il y aura toujours quelqu'un qui peut vous apprendre quelque chose, et que l'ignorance commence au moment où vous décidez d'arrêter d'apprendre. Le premier conseil pratique est de revenir à l'habitude de la lecture. Il ne s'agit pas de lire par mode, mais de choisir des livres qui élargissent votre vision, qui vous défient, qui vous dérangent, parce qu'ils secouent ce que vous croyez vrai. Un livre peut vous épargner des années d'erreurs si vous avez l'humilité de l'ouvrir. Le deuxième conseil est de vous entourer de personnes qui en savent plus que vous dans certains domaines. Écoutez, posez des questions, absorbez ce qu'ils ont déjà parcouru. Ne le voyez pas comme une compétition, mais comme des raccourcis d'apprentissage. Rester dans des cercles où vous êtes toujours le plus intelligent ne nourrit que votre ego, mais pas votre croissance. Vous avez besoin de gens qui vous poussent à vous sentir mal à l'aise parce qu'ils vous obligent à monter de niveau. Le troisième conseil est d'apprendre de l'expérience, pas seulement de la théorie. La vie vous donne des leçons à chaque erreur, à chaque échec, à chaque coup. Celui qui croit que l'apprentissage est déjà terminé ignore ces signaux et répète les mêmes chutes encore et encore. Changez votre mentalité et demandez-vous: qu'est-ce que cela m'apprend? Qu'est-ce que je peux améliorer pour ne pas le répéter? Cette question transforme tout faux pas en une leçon qui vous rend plus fort. Un autre point clé est d'investir dans l'éducation continue, que ce soit des cours, des ateliers ou de nouvelles compétences. N'attendez pas que le besoin vous oblige à apprendre, car lorsque ce moment arrivera, il sera trop tard. Prenez de l'avance. Formez-vous sur ce qui vient, sur ce qui peut vous ouvrir des portes à l'avenir. Cette préparation est la différence entre s'adapter au changement ou être balayé par lui. Croire que l'apprentissage est déjà terminé est une forme d'abandon. C'est accepter que votre vie ne peut pas être meilleure que ce qu'elle est maintenant, que votre esprit ne peut pas s'élargir davantage, que votre capacité est épuisée. Et c'est un mensonge. Tant que vous êtes en vie,
Vous pouvez apprendre, vous pouvez vous réinventer, vous pouvez acquérir de nouvelles armes pour lutter contre la pauvreté et construire la prospérité. La véritable richesse n'est pas dans ce que vous savez déjà, mais dans ce que vous êtes encore prêt à apprendre. Celui qui continue à apprendre avance toujours. Celui qui se croit maître éternel reste coincé dans sa propre ignorance. 8. Blâmer les autres pour ta vie. C'est comme donner les clés de ta maison à